Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Simeon de Brouwer par téléphone dans EDRI, European Digital Rights. Bonjour Simeon. Bonjour. Vous pouvez peut-être présenter votre ONG qui regroupe les militants universitaires et les experts et vous-même, vous êtes conseiller sur les questions bien spécifiques. Oui, tout à fait. Alors, EDRI, qui est un acronyme pour European Digital Rights, est un réseau d'ONG qui travaille sur la défense des droits numériques dans le contexte de la politique européenne. On a un réseau, donc on regroupe d'autres ONG et d'autres experts, et notamment notre ONG membre française est la Quadrature du Net. Nous, on travaille surtout sur tout ce qui se passe au niveau européen, tandis que nos membres s'occupent de ce qui se passe au niveau national. Moi, je suis conseiller sur tout ce qui est surveillance, en particulier surveillance de masse et l'impact des politiques de protection de la jeunesse aussi. Votre ONG lutte pour la défense et la promotion de droits numériques en Europe et j'ai vu que parmi plus de 50 ONG de votre réseau, il y a aussi article 19, Amnesty International au Oxfam. Aujourd'hui, on vous contacte parce que tout simplement, un dispositif européen, Chat Control, qui est de nouveau valide. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. Il y a 2 chat control, un qui est en préparation et un qui est en ce moment en application. Celui qui est en ce moment en application a été renouvelé récemment. C'était une mesure temporaire instaurée il y a quelques années pour permettre aux compagnies qui fournissent les services de communication, de télécommunication, des emails, des messages, de, sur base volontaire, scanner le contenu des messages de leurs utilisateurs. C'est une mesure qui déroge au principe de confidentialité. Normalement, toutes nos communications sont confidentielles, en tout cas le contenu. Mais il a été décidé de façon temporaire, permettre aux compagnies de scanner le contenu de ces messages afin de chercher du contenu à caractère pédopornographique ou du contenu où les gens s'échangent des images illégales ou bien des messages où des perpétrateurs, des adultes, contactent des enfants en vue de les rencontrer. C'est un crime très grave. Malheureusement, on critique beaucoup cette loi Chat Control parce qu'elle permet d'instaurer surtout un système de surveillance de masse. Oui, parce que c'est présenté comme un outil pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs en ligne. Mais finalement, tout ça, ça cache un autre danger, c'est ça ? Oui. Disons que c'est bien beau de vouloir défendre les mineurs en ligne et c'est bien beau de surtout vouloir les défendre contre les pédocriminels, mais on sait que les États, les gouvernements n'investissent pas du tout assez par rapport aux dangers hors ligne. On sait que notamment, par exemple, 2/3 des abus sexuels sur mineurs se font par des personnes proches de la victime, dans leur cadre de vie, des gens qu'ils connaissent. Enfin, on sait qu'au niveau physique, offline, il y a beaucoup de mesures qui doivent être financées, mises en place, et que les gouvernements ne font pas ce qu'il faut. Ici, on parle de l'espace numérique, les communications. C'est plus facile pour eux de dire on va obliger les fournisseurs de services de faire le travail pour nous, parce que du coup, eux, les gouvernements, n'ont pas grand-chose à faire et ça les arrange. Pourquoi ça les arrange ? Parce qu'ils peuvent contrôler tous les messages chiffrés civils, messages ou les images ou les vidéos, c'est ça ? Oui, tous les messages qu'on écrit les uns aux autres, tous les emails qu'on s'envoie, toutes les photos qu'on s'envoie, toutes les vidéos qu'on s'envoie, peuvent être scannés par les fournisseurs de services. Alors, donc c'est important, j'ai dit qu'il y avait 2 chat control. Celui-ci, la mesure temporaire qui a été renouvelée récemment, permet aux entreprises qui le veulent de scanner. Mais elles ne sont pas obligées. Si elles scannent, elles sont obligées de faire un reporting, de faire un rapport annuel et de l'envoyer à la Commission européenne pour dire, voilà, tout ce qu'on a trouvé, aussi la marge d'erreur, le nombre de gens qui se sont plaints parce qu'on les avait injustement signalés, etc. Et on voit que sur base de ces rapports annuels, que la Commission reçoit des fournisseurs de services et des États membres qui reçoivent ces rapports aussi, la Commission est incapable de conclure de façon déterminante, de façon claire, quant à la proportionnalité ou l'efficacité de la mesure. Donc la Commission refuse de dire que cette loi est proportionnée ou pas. Elle dit juste
c'est impossible dans les conditions actuelles de déterminer. Alors que ça fait plusieurs années qu'elle reçoit ces rapports et que nous, on sait que oui, cette façon de chercher pour du contenu illégal, ça fonctionne de façon marginale. Il y a de fait certaines personnes qui se font attraper, et c'est bien qu'elles se fassent attraper, mais ce n'est pas du tout efficace. Parce qu'on lance un filet très large et qui nous attrape tous, et pour au final retirer quelques petits poissons. Alors qu'on sait que les gens, les vrais criminels qui sont jusqu'au cou dans ce milieu, dans ce crime, ne s'échangent pas des messages sur les plateformes commerciales comme WhatsApp et Gmail. Ces personnes, si elles sont sérieuses, elles s'envoient un lien vers un site web avec un mot de passe. Il est impossible de détecter ce genre de message. Parce que ce qui est détecté ici, c'est des images, surtout. Des images qui sont déjà connues dans une base de données. Alors si on cherche à découvrir des messages qui indiquent ou qui mènent vers d'autres sites pour lesquels il faut un mot de passe, et ensuite accéder à ce site web pour ensuite voir si les images sur ce site web sont du contenu pédopornographique, ça devient complètement impossible. Et donc, on sait que, oui, c'est plutôt les petits poissons qui se font attraper, pas les vrais prédateurs sexuels, les vrais... Et qu'est-ce que ça devient avec le traitement de données d'un caractère personnel et à la protection des vies privées dans ce secteur de communication électronique? Eh bien, on ne sait pas. Parce que on donne un blanc-seing à ces compagnies de scanner pour trouver du contenu à caractère pédopornographique, mais on ne peut pas contrôler que, ce faisant, ces compagnies se limitent à ça. On ne sait pas si leur algorithme de détection ne cherche pas autre chose, ou bien s'ils ne regardent pas, vu qu'ils ont légalement accès, s'ils n'en profitent pas pour d'autres finalités. Eux, chaque fois que leur algorithme trouve du contenu qui est potentiellement dans le champ d'application du caractère pédopornographique, ils doivent le signaler à un centre américain qui ensuite le dispatche en Europe. Donc ces signalements passent entre les mains de beaucoup de gens. Et c'est important parce que déjà, ce serait bien qu'on ait notre propre centre européen nous-mêmes pour que tout ça ne passe pas par les Américains. Mais aussi, on sait qu'une grande partie des signalements, en fait, donc des photos qui seraient potentiellement à caractère pédopornographique, donc qui montrent des jeunes de façon dénudée par exemple, une grande partie de ces photos viennent des jeunes eux-mêmes qui font ce qu'on appelle du sexting, donc ils s'envoient de façon volontaire, consentante entre eux, des images d'eux, parce que c'est une forme de communication et de drague. Évidemment, il y a des abus, il y a des gens qui gardent ces photos, qui les partagent plus loin avec plus de contacts que ce n'était voulu initialement, mais voilà, beaucoup de signalements concernent les jeunes eux-mêmes qui se font prendre parce qu'ils légalement s'envoient des photos à caractère potentiellement pédopornographique. Donc, il y a certains dangers de fuite de ces données que vous dites, mais il y a ce projet de Chat Control 2. C'est un projet qui risque peut-être de stopper tout ça? Alors, le Chat Control 2 est de fait un nouveau projet de loi qui remplacerait ce cadre volontaire temporaire. Il a le potentiel d'améliorer les choses, mais il comporte de grands dangers. Il est beaucoup plus dangereux en fait que le Chat Control 1 temporaire. Ah bon? Notamment parce que la Commission européenne voudrait qu'on arrête le système volontaire dérogatoire et qu'on ne passe plus que par des ordres, des injonctions de détection. Donc l'idée, ce serait que plutôt que de laisser les compagnies le faire selon leur bon vouloir, on le leur imposerait sur base de suspicion. Mais le problème, c'est que dans ce projet de loi, il n'y a pas de limite au champ d'application des injonctions de détection. C'est-à-dire qu'un gouvernement pourrait imposer à une compagnie de scanner tous les messages dans son pays, ou tous les messages en Europe. Il n'y aurait pas vraiment de limite prévue. Évidemment, les gouvernements nous disent « mais non, ne vous en faites pas, on va scanner seulement ce qui est nécessaire, on va se limiter on va pas faire de la surveillance de masse. » Mais nous, on avertit depuis le début et on a réussi à convaincre le Parlement européen qu'il faut absolument mettre des garde-fous. Parce que, déjà, il faut protéger le chiffrement, mais il faut pas changer le paradigme. Parce que, pour l'instant, la surveillance par les gouvernements et par la police ne se fait que sur base d'un mandat du juge. Un juge autorise la surveillance des communications, la lecture du contenu. Mais les juges n'autorisent cette surveillance que pour des gens qui sont suspects, des gens dont on pense qu'ils sont liés au crime. Or, ici, le risque, c'est qu'on renverse ce paradigme et que tout le monde puisse être considéré suspect jusqu'à preuve du contraire. Donc, nous, et le Parlement avec nous, avons demandé à ce que cette surveillance soit vraiment de la surveillance ciblée. Qu'on arrête de dire tout le monde peut être surveillé jusqu'à ce qu'on prouve innocent.
mais que du coup, on autorise la détection du contenu dans vos communications seulement s'il y a des indices laissant supposer que vous êtes impliqué dans ce crime. Par exemple, plusieurs utilisateurs vous ont signalé comme les approchant en essayant de demander des photos, ou bien des jeunes qui vous signalent comme tenant des propos un peu limites envers eux, des choses comme ça. Donc sur base de signalements notamment, sur base d'autres indices, la surveillance pourrait se faire. Et c'est très important parce que maintenant, on entre dans la dernière phase des négociations sur ce Chat Control 2, sur ce dossier, et les négociations vont bien. Mais il reste un dernier point à conclure, c'est cette détection. Est-ce qu'on va permettre une détection obligatoire ou on va aussi permettre une détection volontaire? Est-ce que cette détection va être large ou ciblée? On ne sait pas encore et le Parlement négocie là-dessus. Donc c'était très important qu'il y ait ce vote il y a quelques semaines qui, oui, remettent en place ce règlement temporaire de Chat Control 1 parce que, in fine, il a été remis en place. Mais ce qui était très important, c'est qu'il a remis le débat dans l'arène politique. Maintenant, tous les députés européens savent de quoi ils parlent, de quoi ils relèvent et quels sont les dangers. Et est-ce qu'ils vont exprimer ça avec leur vote? Voilà, c'est ça la question. Je pense bien. En fait, ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines pour le vote sur le Chat Control 1, le texte était adopté automatiquement à moins d'être rejeté. Et pour être rejeté ou pour être amendé, il fallait qu'il y ait une majorité spéciale. Il se trouve que cette majorité spéciale n'était pas là. Il fallait 360 votes en soutien du rejet ou de l'amendement. Mais il y avait quand même une majorité de députés qui étaient en faveur de ce rejet et de ces amendements. Et donc, il se trouve que il y a un signal assez fort qui a été exprimé par les députés dans leur vote, qui ont montré qu'il y a toujours une majorité du Parlement qui soutient des mesures, des garde-fous contre la surveillance de masse. Et ceci est transposable très facilement au Chat Control 2. Donc le négociateur du Chat Control 2 sait pertinemment que ce qui a été accepté il y a 2-3 semaines n'est pas un blanc-seing pour lui de faire ce qu'il veut en termes de surveillance de masse pour le Chat Control 2. Donc c'est une bonne chose. Comment les citoyens peuvent s'informer et se transmettre ces informations et peut-être faire pression à leurs parlementaires? C'est bien que vous en parliez parce que faire pression à leurs parlementaires est quelque chose dont on pensait que c'était un peu fini, ce système d'influence politique de ma voix compte et j'informe mon député. Mais en fait, depuis 1 an, il y a une campagne citoyenne qui s'est créée autour de ce sujet, Chat Control, et qui a mobilisé des milliers de citoyens. Dans tous les pays de l'Union européenne, des milliers de citoyens ont décidé d'envoyer des emails ou de téléphoner à leurs députés, parce que le contact des députés est disponible sur le site du Parlement. C'est très facile, et rien ne vous empêche d'exprimer votre volonté, vos peurs à vos représentants politiques, que vous les ayez élus ou pas. Et donc, une large campagne de mobilisation s'est créée et a eu beaucoup d'influence. C'est un des dossiers les plus connus du moment, si pas le plus connu. Tous les députés savent de quoi il ressort, ce qui est très rare, parce qu'il y a tellement de dossiers politiques à l'agenda qu'ils ne lisent pas tout, ils ne s'informent pas sur tout. Là, la plupart des députés savent un peu plus que de normal de quoi il ressort. Et donc, je dirais aux citoyens qui sont inquiets par ces projets de continuer ou de commencer, si c'est la première fois qu'ils le font, de contacter leurs députés par téléphone et par email. Juste quelques lignes pour dire moi c'est un sujet qui est important pour moi, la surveillance de masse, et je voudrais vous indiquer que en tant que représentant élu, c'est ce que j'attends de vous. Pas besoin de faire un email à rallonge, pas besoin de tout se justifier, il suffit de quelques lignes. Ils connaissent ce dossier, pas besoin de tout leur expliquer. Donc, vous êtes assez optimiste sur cette question et votre ONG aussi travaille beaucoup sur ces questions pour informer, pour donner toutes les informations et bien sûr pour défendre les droits civils et humains dans cette ère numérique. Oui, je suis optimiste, mais c'est un peu spécial. Ce projet de loi-ci, le Chat Control, semblait être un peu une cause perdue initialement, tellement le narratif est difficile. Évidemment, protéger les enfants, qui ne veut pas? Mais la question, c'est à quel prix? Et donc, il y a d'autres dossiers de protection de l'enfance qui sont très importants. En ce moment, en France, on discute beaucoup de l'exclusion des réseaux sociaux des jeunes afin de les protéger. On dit on vous exclut pour que vous ne soyez pas exposés au risque. Et là, en fait, c'est un peu similaire au dossier de Chat Control, dans le sens que on impose à tout le monde de prouver qu'on a l'âge minimum, on crée un nouvel âge minimum et on restreint la capacité des jeunes et de ceux qui ne sont pas capables de prouver leur âge, techniquement. On restreint leur capacité à s'exprimer en ligne, à s'informer en ligne, à se rassembler en ligne. Et donc,
Je suis optimiste pour chat control. Pour l'instant, sur d'autres dossiers touchant à la protection de l'enfance, c'est moins le cas. C'est très difficile de contrer ce narratif politique de défendons les enfants à tout prix. Donc, vous n'adhérez pas à cette décision d'État français d'interdire l'accès aux réseaux sociaux par les mineurs? Pas du tout. Non, chez EDRI et dans le monde des droits numériques, on trouve que c'est vraiment la pire approche. Parce que l'approche européenne qui devrait primer et qui existe déjà, c'est d'identifier les risques et de forcer les plateformes à mitiger ces risques. Donc à mettre en place des mesures qui protègent les utilisateurs contre ces risques. Ici, on fait à la fois ça, mais en même temps, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, l'idée est d'exclure les jeunes malgré les risques qui seraient mitigés. Donc même si on réussit à rendre une plateforme safe pour les utilisateurs jeunes et moins jeunes, cette interdiction de moins de 15 ans reste très valide. Ce qui est très bizarre, parce que si la motivation c'est que les plateformes ne sont pas safe, pourquoi est-ce qu'une fois qu'on a réussi à les rendre safe, est-ce qu'on maintiendrait cette interdiction? Il y a beaucoup de choses à mettre en avant, mais notamment les réseaux sociaux ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont terribles, il y en a qui sont très bien, qui sont très respectueux. Et surtout, les réseaux sociaux nous permettent d'exercer nos droits dans la sphère numérique à une échelle qui n'était pas disponible il y a 20 ans. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Il y a des bénéfices et des inconvénients, mais c'est indubitable que les réseaux sociaux et les espaces en ligne sont importants pour l'exercice de nos droits, pour la défense de nos intérêts. Les jeunes aussi s'expriment beaucoup par les réseaux sociaux. Ils s'informent beaucoup par les réseaux sociaux. Ils se politisent et ils se rassemblent politiquement aussi via là. C'est connu. Donc c'est un peu inquiétant de voir une réponse un peu autoritaire de dire pour vous protéger, chères victimes, on vous exclut, plutôt que de punir les responsables des préjudices, qui sont les plateformes. Peut-être c'est beaucoup plus complexe à faire. C'est pas tellement plus complexe à faire parce qu'il y a déjà des mesures en place qui doivent être appliquées. Le fameux Digital Services Act, DSA, au niveau européen, justement, est l'outil qui est en première ligne pour ça et il est en train d'être utilisé pour ça. Évidemment, c'est moins rapide, moins instantané peut-être qu'une interdiction pure et dure, mais l'interdiction, il faudra aussi aller devant les tribunaux une fois que ce sera contesté. Il faudra aussi s'appliquer à empêcher que les jeunes ne la circonviennent. Parce que ce sera très facile de demander à un adulte ou à un ami de 16 ans ou de 15 ans et 2 jours de certifier leur âge sur notre compte de réseaux sociaux. Donc même les mineurs, ce sera très facile pour les jeunes de moins de 15 ans de trouver des façons de contourner le système. Donc oui, ça peut paraître facile, mais ce ne sera même pas vraiment efficace. Pourquoi s'embêter à faire une mesure autoritaire, dangereuse, qui n'est même pas efficace, quand il y a déjà d'autres choses sur la table bien plus efficaces et surtout bien plus proportionnées? L'exemple de France peut-être ne sera pas suivi par les autres pays européens. Peut-être vous avez plus d'informations? Je sais que notamment la Grèce et l'Autriche suivent déjà cet exemple français, disons, et que la Commission européenne se penche sur une mesure au niveau européen. Mais peu importe que d'autres suivent l'exemple de la France. Pour nous, c'est pas tant qu'il sera suivi ou pas, c'est est-ce qu'il va être contesté devant les cours et tribunaux? Est-ce qu'il va être jugé disproportionné ou non par rapport aux droits de l'enfant et aux droits des gens? Et est-ce qu'il n'y a pas plutôt d'autres mesures qui peuvent être prises plus efficaces? Je pense qu'on va vite voir, une fois que la loi française sera en vigueur, on va vite voir que, comme aux États-Unis, comme en Australie, comme en Chine, ces mesures d'exclusion sur base de l'âge sont très facilement contournées. Merci beaucoup à vous, Simon de Brouwer, de nous avoir apporté votre expertise sur ces questions liées au numérique. Et on est tous concernés, mais parfois les informations tardent à venir et on a du mal à comprendre pourquoi et comment. Merci beaucoup et merci à votre ONG, European Digital Rights, de faire ce travail au quotidien dans toute l'Europe et en dehors des frontières européennes pour défendre les droits civils et humains à l'ère numérique. Merci à vous. Merci à vous.